Bien, chers amis, bonjour. Avant de continuer la lecture et une explication aussi condensée que possible du livre, du fascicule que j'avais écrit en 2008 concernant l'être universel et la mondialisation, je voudrais en quelques secondes revenir sur ce que nous avions vu les fois passées. Nous avons vu les fois passées que les systèmes purs, les systèmes dits abstraits, qui sont liés donc par définition, par essence à la pensée, à l'aspect, si vous voulez, masculin, étaient représentés ici-bas dans la concrétisation par une structure, ce qu'on appelle par un système concret, une structure, un régime, une idéologie. Et c'était le côté, si vous voulez, féminin, faisabilité. Nous savons, nous, déjà depuis longtemps, que la femme, l'être féminin, est lié à la bina, c'est-à-dire à la capacité, n'est-ce pas, de faire la différence entre les choses. La capacité de réaliser en comprenant que chaque attribut a un rôle bien déterminé. Tandis que l'homme, lui, reçoit en bloc la pensée, le système, et cherche, grâce à la femme, à l'appliquer. L'application d'une pensée par, si vous voulez, un régime économique, on l'a déjà vu, ou un régime politique, est lié directement donc à l'union entre l'être féminin et l'être masculin. Alors, ce qui est très intéressant de comprendre, c'est que il y a donc des situations économiques, politiques, sociales, par exemple, qui sont des situations de type féminine. La réalisation provoque, lorsqu'il n'y a pas réduction des écarts, nous avons dit, toutes sortes de crises ou de possibilités de crises potentielles. Les crises font partie d'un abus, si vous voulez, d'une non-capacité de contrôler les extrêmes. Et donc, Akadosh Baruch Hu, dans sa bonté, face à ces lois, à ce monde d'Elohim, qui ne sont pas, si vous voulez, gérées comme il faut, à ces lois qui vont un peu, si vous voulez, s'étendre jusqu'à perdre tout autocontrôle, eh bien, Akadosh Baruch Hu envoie donc, grâce à Dieu, une crise pour arrêter le processus et faire en sorte que par la théorie qui va suivre ces crises, ce processus, eh bien, il va y avoir, encore une fois, la réduction des écarts, la relance, la prospérité par la voie moyenne, par la voie de Yaakov, et cela, évidemment, au fil des générations. Donc vous voyez, si vous voulez, que, en fin de compte, c'est le monde d'Elohim, maintenant vous comprenez, qui envoie la crise, parce que l'humanité doit être sauvée au niveau économique, au niveau politique. Une crise, si vous voulez, contrairement à ce qu'on pourrait penser au premier abord, n'est pas par définition négative. C'est une sorte, si vous voulez, de feu rouge, de signal d'alarme, de l'alerte, un sens d'alerte, un signal d'alerte. Attention, j'envoie la crise, dit Elohim, qui est évidemment Akadosh Baruch Hu, c'est le même Dieu. Attention, parce que vous avez, par le dîme, par la justice, par le principe des lois, vous avez dépassé tous les extrêmes et tous les équilibres. Alors je vous envoie la crise pour vous réveiller. Si vous voulez, la crise, c'est un réveil. C'est pour nous, on pourrait dire, le son du chauffard. Maintenant, ce réveil, cette crise qui peut être absolument déséquilibrante, déstructurante, peut-être même effroyable, parce que révolutionnaire, elle va amener une contre-réaction à la crise, à cette crise. Il va réunir un phénomène de, si vous voulez, de recentrage, de recontrôle. Et c'est, par exemple, la théorie keynésienne. La théorie keynésienne, nous allons le lire maintenant très rapidement,
trop rapidement est donc une théorie qui va arriver dans l'histoire grâce, si vous voulez, à Keynes, un des plus grands économistes du XXe siècle, anglais, on en a déjà parlé, qui va arriver et essayer, par sa théorie, de résoudre le problème de la crise, de manière à ce que par la voie moyenne, on va pouvoir réunir les contraires. Par exemple, le libéralisme, où il y a des lois des marchés, des lois de marché, et vous avez le socialisme, où l'État doit, si vous voulez, intervenir complètement. Lui, il a trouvé une voie moyenne. L'État doit intervenir sans interférer sur les équilibres de marché. Regardez, je vais vous donner un certain nombre d'écrits de citations qu'il avait citées dans son livre, évidemment. Nous sommes ici dans le livre de John Maynard Keynes, la théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie. D'accord ? Évidemment, c'est paru dans la petite bibliothèque Payot il y a déjà quelques années en France. C'est une œuvre extrêmement fondamentale, mais évidemment très très difficile. Et elle est réservée vraiment aux économistes qui ont quand même un niveau de maturité, de pensée très très élevé pour pouvoir comprendre et induire la théorie keynésienne dans leur propre pensée. C'est très compliqué, mais je vais vous donner par exemple un certain nombre de points d'analyse. Regardez, à la page 371, John Maynard Keynes dit, nous sommes à peu près à sa conclusion, à son appendice, à son conclusion. La théorie qui précède, c'est-à-dire la théorie générale keynésienne, apparaît assez conservatrice sous l'angle de ses répercussions en d'autres domaines, tout en indiquant l'importance vitale que présente la création d'un contrôle central, c'est-à-dire un contrôle central par l'État, n'est-ce pas, sur certaines activités aujourd'hui confiées en grande partie à l'initiative privée. Elle laisse inchangés de vastes secteurs de la vie économique. C'est-à-dire que l'État intervient dans la vie économique sans chercher à s'ingérer dans les équilibres eux-mêmes. Au niveau du marché, par exemple. Au niveau de l'équilibre entre l'efficacité marginale de la production, du capital et le taux d'intérêt. Bon, ça c'est très compliqué, c'est pas la peine ici d'épiloguer et de développer. Ainsi, je continue, à la page 371, ainsi pensons-nous, dit Keynes, qu'une assez large socialisation de l'investissement s'avérera le seul moyen d'assurer approximativement le plein emploi, c'est-à-dire le retour à la croissance, le retour au développement. Alors regardez ce qu'il dit après. Ce n'est pas la propriété des moyens de production dont il importe que l'État se charge. Les mesures nécessaires de socialisation peuvent d'ailleurs être introduites par étapes et sans intervenir et sans interrompre, les traditions générales des équilibres de la société. C'est-à-dire qu'en fin de compte, Keynes, lui, il va par nature, il va chercher, n'est-ce pas, le retour aux équilibres par l'intervention de l'État, sans remettre en cause les équilibres de marché. Keynes n'est pas un interventionniste de type marxiste. Keynes est un interventionniste de type libéral. C'est un libéral, Keynes. Alors vous voyez, regardez, donc c'est très très intéressant. Maintenant je continue à lire. Nous sommes à la page 20, à la fin de la page 20. La fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle était le cadre d'un affrontement de plus en plus âpre entre les tenants d'un capitalisme individualiste et un socialisme industriel de nature plus collectiviste. Et je répète, Keynes va arriver à une époque charnière où la crise du capitalisme industrialiste, si vous voulez, on dirait aujourd'hui ultralibéral, va amener, si vous voulez, à un chômage extrêmement perturbant, un chômage extrêmement galopant, avec une inflation non contrôlée.
Et donc Keynes va absolument recevoir évidemment de Dieu, même s'il ne le sait pas, évidemment, va recevoir de Dieu tout simplement la théorie qui va essayer, entre guillemets, de réduire la crise, de réduire les étapes pour relancer la croissance. Et c'est pour ça que la théorie que la théorie keynésienne va être appliquée par l'ensemble des gouvernements depuis la fin de la grande crise, en tout cas la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à il n'y a pas très longtemps. C'est-à-dire ces dernières années. La révolution keynésienne est véritablement une révolution fondamentale. Parce qu'elle a permis de réduire les écarts et de donner une dynamique au progrès. Alors je continue. Les théories industrialistes du français Saint-Simon, socialisme industrialiste, ou les expériences éminemment intéressantes d'un des plus grands capitalistes du début du XIXe siècle, portées par l'humain, l'anglais Robert Owen, en sont par exemple le reflet le plus fidèle. J'avais parlé lors de mes premières interventions, si je me rappelle bien, de cet industriel anglais, producteur de coton, qui a joué un rôle là aussi extrêmement intéressant, extrêmement profond, même s'il n'était pas connu de son temps. C'est Robert Owen. Robert Owen a fait la preuve qu'on pouvait travailler dans le cadre du marché, dans le cadre du libéralisme, qu'on pouvait travailler sans forcément exploiter d'une manière éhontée, d'une manière extravagante, d'une manière extrême l'autre. Il avait réussi à avoir, si vous voulez, cette voie moyenne qui était la voie de Yaakov. Cela pendant quelques années. Parce qu'après, évidemment, il n'a pas été capable de contrôler le système et il a été débordé par toutes sortes de phénomènes pervers qui sont intervenus et qui étaient extérieurs à sa propre pensée, à son propre système de pensée. On en a déjà parlé. Alors je continue. Les deux dynamiques, certes contraires, on parle de la dynamique socialiste et de la dynamique capitaliste, étaient fondées sur l'absolue conviction que le salut de l'humanité passait envers et contre tout par le progrès social. Tout le monde est d'accord que le collectivisme, comme l'individualisme, tout le monde est d'accord que le progrès social est le fer de lance du progrès humain. Il s'agit de réduire les écarts. Et évidemment, Keynes, dans son livre, en a énormément parlé. Le but, c'est de réduire les écarts dans la société, et notamment les écarts dans la redistribution du revenu. Regardez ce qu'il dit au chapitre 24, à la page 366 de son livre, je le dis en français, « Les deux vices marquants du monde économique où nous vivons, dit Keynes, sont le premier que le plein emploi n'est pas assuré, ça veut dire qu'il y a des déséquilibres graves de marché, le second, que la répartition de la fortune et du revenu y est arbitraire et manque d'équité. Vous voyez, c'est-à-dire que les libéraux, et Keynes, je le répète, était un libéral, il était en rien un marxiste, eh bien Keynes avait compris, et les libéraux de l'époque avaient compris que dans le cadre de l'équilibre économique, il fallait aboutir à l'équilibre social. Le plus important, c'est la réduction des déséquilibres, notamment en matière de redistribution sociale du revenu. Ça, c'est très très important. Alors, je continue. Les moyens d'arriver à un objectif commun étaient ainsi opposés. Les libéraux pensaient que c'était par la propriété privée des moyens de production qu'on atteignait le progrès social, et les collectivistes pensaient que c'était la propriété collective des moyens de production qui était le ferment, la condition du progrès social. Encore une fois, John Maynard Keynes va essayer de réduire, de regrouper les deux théories en une théorie équilibrante. Et il a en bonne partie réussi, puisque les 30 glorieuses, comme on dit, découlent de cette pédagogie de l'histoire, de ce keynésianisme. Donc, la pédagogie de l'histoire consistait de la part du créateur à initier par processus quasi révolutionnaire. Il y a eu une révolution libérale, il y a eu une révolution socialisante, il y a eu une révolution keynésienne, et il y a eu une révolution post-keynésienne. Les deux parcours afin d'en connaître les limites, les extrêmes. Je suis maintenant à la page 21 de mon fascicule.
et de revenir vers la voie moyenne, seule source de vérité vraie, c'est-à-dire vers les fondements d'une dynamique issue des deux courants dominants. Vous voyez, des deux courants dominants. Un étant un courant dit de gauche, si vous voulez, de gauche au niveau du cerveau, ça veut dire rationaliste. Le socialisme est avant tout rationaliste. On en a déjà parlé avec Karl Marx. C'est le rationalisme matérialiste. Et le capitalisme, c'était beaucoup plus intuitif. On a déjà dit ça. Et Schumpeter l'a bien expliqué. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui avait de l'instinct, qui avait le sens du risque. Vous voyez, il sentait quand il fallait investir. Et sans arriver à utiliser pour le déséquilibre les forces du marché. L'entrepreneur était un gestionnaire de l'équilibre, si vous voulez. Il était garant du risque. Et donc, il était extrêmement intuitif. Cerveau droit. Cerveau gauche, cerveau droit. Il fallait faire l'union, et Keynes a réussi. C'est pour ça que l'humanité a été éblouie par son livre, La théorie générale, déjà à cette époque-là, et qu'il a fallu attendre les années 80 pour essayer de remettre en cause une partie du keynésianisme, mais aujourd'hui on y revient. Alors, je continue, tout existe, il suffit ensemble de recomposer à partir de l'acquis historique, la pédagogie de l'histoire. Pour Akadosh Baruch Hu, tout prend un sens. C'est lui qui envoie les crises, c'est Elohim qui envoie la crise, c'est Yud-Keh Vav-Keh qui vient et qui la résout, qui envoie un penseur, qui envoie une théorie, qui envoie une idéologie, qui envoie les remèdes. La maladie vient d'Elohim, par exemple, et le remède vient de Yud-Keh Vav-Keh. Les deux sont le même. Il n'y a qu'un seul Dieu. Unificateur de tout. Il y a une seule histoire humaine. Il n'y a qu'un seul Dieu dans l'histoire. Hachem ou Elohim. Mais dans le monde d'Elohim, dans le monde de la raison, dans le monde des sciences, eh bien, il y a des crises. Lorsqu'il n'y a pas suffisamment de réduction des écarts. Les extrêmes ne sont pas suffisamment auto- ou contrôlés. Alors, la révolution keynésienne, comme volonté de dépassement par l'intégration, avais-je écrit, nous sommes à la page 21. Alors je lis maintenant, parce que nous avons beaucoup parlé de ça, à notre niveau évidemment, à notre niveau. John Maynard Keynes, l'un des plus grands économistes de cette première moitié du XXe siècle, libéral convaincu, fortement marqué par le néo-marginalisme. Le néo-marginalisme était une école, on l'a déjà dit plusieurs fois, de la fin du XIXe siècle, qui reposait sur les équilibres stationnaires, l'évolution automatique vers des équilibres qui étaient par définition stationnaires. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il ne faut pas intervenir, les choses se font d'elles-mêmes. Il y a un équilibre automatique qui se fait, et cela au niveau stationnaire. Ça veut dire qu'on va vers vers la stabilité, sur le moyen et long terme. Contemporain des accords de Versailles en 1919, John Maynard Keynes était auteur, entre autres, parce qu'il a écrit beaucoup de livres. Sachez que John Maynard Keynes était un très grand économiste. Il a écrit dans les années 20-21 un livre extrêmement compliqué sur les mathématiques et les sciences sociales. L'importance des mathématiques dans les sciences sociales. Il faut savoir qu'à l'époque, les économistes étaient avant tout des mathématiciens. Donc, contemporain des accords de Versailles en 1919 et auteur, entre autres, d'un ouvrage dont la teneur a profondément bouleversé les consciences, largement fragilisé par la crise économico-financière de 1929, a réussi à lier d'une manière prémonitoire, presque prophétique, l'économie de marché et l'interventionnisme étatique. Vous voyez comment on fait Hachem, Ishtabach Shemolad, dans un esprit de chesed, dans une volonté de bonté, pour l'amour de l'humanité. Il envoie des êtres d'exception. Et Keynes était à ce niveau-là un être absolument d'exception. Ce n'était pas le seul, mais c'était le plus important pour l'époque. Seul garant du retour à l'équilibre par le plein emploi des facteurs. Par exemple,
Alors je lis, la théorie de la demande effective, dans laquelle la demande de consommation et d'investissement est fondée sur l'idée que la demande globale, source de croissance en courte période, Keynes raisonnait toujours en courte période, repose sur le déséquilibre budgétaire et sur la création monétaire dont le taux d'intérêt, déterminé par l'interaction de l'offre et de la demande de monnaie, il y a une offre et demande de production, il y a une offre et demande de biens et de services, si vous voulez, mais il y a aussi une offre et demande de monnaie, dit Keynes. Keynes a été véritablement le premier à introduire la monnaie comme un phénomène exogène, ça veut dire extérieur, mais dans la pensée économique, et notamment par le taux d'intérêt. Devient donc un instrument fondamental du retour au plein emploi. Le contrôle de la masse monétaire est par définition keynésien. Et des théoriciens très très libéraux comme Milton Friedman, qui étaient foncièrement anti-keynésiens, ont admis l'importance fondamentale de contrôler la masse monétaire au jour le jour pour éviter un phénomène inflationniste. Ça, c'est pour ceux qui connaissent un tout petit peu l'économie politique et l'économie monétaire. John Maynard Keynes, je continue, avait alors pressenti que la solution à la crise passait en quelque sorte par l'union savamment dosée entre un libéralisme largement dépassé par les événements, notamment la crise des années 30, et un collectivisme réducteur de liberté. La théorie keynésienne, je continue, a largement inspiré les décideurs économiques, on l'a déjà dit, des pays dits développés à économie de marché en matière de politique macroéconomique durant près d'un demi-siècle, avec le succès que l'on sait, 50 ans de réussite. Évidemment, cette réussite a été amoindrie par des crises. Il y a eu de nombreuses crises, notamment la crise du dollar en 1971. Il y a eu des crises très importantes. La crise inflationniste en France en 1948, la crise inflationniste en France en 1967. Il y a eu pas mal de crises. Mais ces crises-là, elles ont été, si vous voulez, l'effet a été amoindri par cette intervention de l'État qui, malheureusement, va s'endetter et encore s'endetter et encore s'endetter, et qui va financer le progrès social par, en fin de compte, de l'argent qu'il n'avait pas. Et ça, évidemment, c'est risqué. Keynes ne voulait pas, n'était pas pour le déficit budgétaire non contrôlé. Il voulait un déficit budgétaire de l'État contrôlé. L'État intervenait lorsque les agents économiques, pour toutes sortes de raisons, n'étaient pas capables de le faire. L'État était, si vous voulez, un remplaçant des insuffisances de marché pour Keynes. Mais pas du tout un remplaçant du marché. Il va essayer de réguler les écarts lorsque le marché, notamment par exemple le marché de la monnaie, était incontrôlable. Donc l'État ne devait pas, pour Keynes, être démesurément en déficit. Le déficit budgétaire doit être contrôlé pour Keynes, sinon c'est très grave. Et la situation actuelle, évidemment, est très grave. Parce que le déficit cumulatif, est de moins en moins contrôlé, comme j'ai déjà dit. Nous allons vers une course éperdue vers l'endettement. Le processus cumulatif d'endettement, je l'ai déjà dit plusieurs fois, est un phénomène absolument gravissime pour l'économie et pour la régulation des marchés et pour le progrès social. Alors je continue. La déchirure s'est opérée avec l'essoufflement d'un néo-keynésianisme réducteur et l'avènement d'une nouvelle école anglo-saxonne dans les années 80, 81, 82, dont l'ancien Premier ministre britannique Madame Thatcher et surtout l'ancien président américain Ronald Reagan, dont le principal objectif économique était d'enjamber 50 ans de keynésianisme et de revenir, selon ses dires, à la pensée libérale d'un Jean-Baptiste C., professeur d'économie industrielle au Conservatoire national des arts et métiers de Paris en 1819. Jean-Baptiste C. Était un individu absolument un très grand penseur, extrêmement important. Il a été placé par l'empereur Napoléon Bonaparte, qui a créé le Conservatoire national des arts et métiers,
Et c'est Jean-Baptiste Say le premier à avoir eu cette chaire d'économie industrielle au Conservatoire national des arts et métiers à Paris, dans le 3e arrondissement. Et il a eu un succès absolument, pour l'époque, phénoménal, parce que son cours d'économie industrielle était extrêmement novateur, moderne pour l'époque, évidemment pour l'époque, et je vous assure que lorsqu'on lit son cours, on a l'impression de vivre les équilibres aujourd'hui, à la fin du XXe et au début du XXIe siècle. Les cours de Jean-Baptiste Say sont par définition, par essence, novateurs. L'économie industrielle, paru dans les années 1819, 1820. Nous sommes presque 200 ans. D'accord ? À 200 ans d'écart avec Jean-Baptiste Say. Et Jean-Baptiste Say a écrit de nombreux livres, d'accord, dont un livre qui s'appelait Les principes d'économie politique. Et ces livres étaient fondés sur l'essor de l'investissement, sur le fait que les produits créent des produits. Il s'agit tout simplement de lancer ce qu'on appelait à l'époque, ce qu'on appelle toujours aujourd'hui, l'économie de l'offre. Alors que Keynes, qui ne rejetait pas l'économie de l'offre, mais qui disait que pour l'instant, avec la crise, il faut développer l'économie de la demande. C'est la demande qui provoque l'offre, et pas l'offre qui provoque l'offre. Et par ricochet, la demande. Et donc, Keynes ne rejetait pas l'économie de Jean-Baptiste Say, l'analyse de Jean-Baptiste Say. Ce qu'il disait, c'est que la crise est tellement forte qu'il faut absolument réduire les écarts, qu'il faut intervenir dans la vie économique de manière à ce que, par la demande, par le pouvoir d'achat, par le revenu, par le contrôle des marchés, par l'autocontrôle des marchés, par l'investissement public, productif, eh bien, on retrouve au plein emploi et on retourne à la croissance économique. Et une fois qu'on est arrivé au plein emploi et à la croissance économique, alors pourquoi pas les analyses de Jean-Baptiste Say, les produits s'échangent contre produits, l'économie de l'offre, peut avoir aussi et peut jouer aussi son rôle. Il n'y a pas de problème. Mais pour l'urgence, dit Keynes, il faut absolument intervenir dans la vie économique. Les principaux jalons théoriques de l'économie monde étaient dès lors placés. Voilà, je vais m'arrêter là parce que nous sommes arrivés à la page 22 et nous allons, la prochaine fois, lorsqu'on parlera de ce thème, essayer de revenir sur les aspects théoriques de l'ultralibéralisme actuel. Pour l'instant, on s'arrête là parce que ça va être long et je préfère, disons, calmer un peu le jeu. Voilà, merci beaucoup, que Dieu vous protège.